Et bonsoir tout le monde, voilà. Ah bah super, on a déjà Rebecca. Salut Rebecca, j'espère que ça va bien. Donc bah, ce soir, on souhaite la bienvenue à Alex Nikolaevitch qui nous a fait l'honneur d'être là. Merci et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc bah, on va avoir beaucoup de choses à dire, hein, je crois, ce soir, parce que quand même, alors parfois je vais dire Alex, parfois je vais dire Nikolaevitch. Pardon, c'est sûrement... Ça peut être, ça peut être Nico aussi et c'est Ça peut pas un être Nico souci, hein. Je réponds aussi. aussi à Nico, donc il n'y a pas D'accord. de, ça j'ai pas de souci avec ça. D'accord, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'utiliser le pseudo Twitter Nikolaevitch Mm, que... oui, Mais c'est vrai que c'est quand même pas super d'être appelé comme ça sans arrêt par son nom de famille. Ça fait un petit peu comme quand t'es au collège, hein? ouais, mais c'est même pas mon vrai nom de famille en fait, parce que mon vrai nom de famille est totalement imprononçable et donc quand je le donne, les gens me répondent à vos souhaits. Donc Nikolaevitch, ça c'est bien, les gens le retiennent, sa s'orthographie, je peux me reconnaître dedans parce que ça veut dire le fils de Nicolas et que par une coïncidence amusante, mon père s'appelle Nicolas. Et donc voilà, Bon, c'est raccord mais quand même. sinon, voilà, normalement ça aurait dû être Ratchounitsa. Et je vous fais grâce de l'orthographe. Oui, sur la fin. Ah, il doit y avoir TZ ou pas? Non, Non? non, c'est Ah. des accents circonflexes à l'envers, des Oh, conneries comme ça. oh, waouh, ça doit être très joli. Ça doit être très joli. Tu nous Mm. montreras un jour quand même. Bon, du coup, on va avoir beaucoup de choses à se dire parce que, du coup, Alex Nikolaevitch, ici présent, fait beaucoup de choses. Et entre autres, Trop. alors, c'est toi qui vas nous dire hein, si jamais je me trompe, mais donc, auteur, voilà, ça c'est sûr, Mm. auteur, scénariste de bande dessinée Ouais, et bien sûr traducteur. ouais. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie? Alors, je donne aussi des cours de bande dessinée. J'anime divers ateliers d'écriture, je donne des conférences aussi, enfin, et puis je suis essayiste. Faut pas l'oublier. Là d'ailleurs, Ah, je travaille, mais là, je peux pas en parler trop en détail, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un essai, et là, il y en a deux qui sont sur le feu, ah oui, oui, oui. dont un en cours d'écriture. Alors attends, parce que je me rappelle, je l'ai vu, celui sur Mythes et super-héros. Ouais. C'est Oui, celui qui, d'ailleurs, le plus connu et c'est celui qui m'a valu le plus d'interviews. Écrire ce truc-là, d'un coup, je devenais sérieux et fréquentable au niveau des médias. c'est Donc, vrai. on m'a souvent sollicité pour parler, genre, vente aux enchères du premier Superman ou des choses comme ça, ou Hmm. expliquer Wonder Woman dans un journal. Euh, des choses du genre, on me sollicite du coup pas mal parce que bah, je me suis retrouvé dans des listes à cause de ça. C'était un peu le premier du genre parce qu'il est là, il y a une réédition, mais il est sorti en 2011 si je me souviens bien, et il y avait pas de bouquin comme ça à l'époque, et du coup ça m'a bombardé spécialiste de la spécialité quoi. Spécialiste de la spécialité. Oui, parce qu'après, il y a eu Lovecraft. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors, comme essai, il y a eu Apocalypse, une brève histoire de la fin des temps, qu'on avait Ouais. écrit pour 2012 et la Ah fin oui, des temps, la fin du monde de l'époque. Il y a exact. eu Cosmonautes, les conquérants de l'espace, qui était un bouquin sur l'image qu'on s'est fait de la conquête spatiale depuis 2000 ans, et puis la façon dont ça s'est réalisé et la façon dont ça dialogue pas toujours très bien, ou ça s'emboîte mal, le Mhm. fantasme et la réalité du voyage spatial. Et il y a eu, dans la continuité de Mythes et super-héros, il y a eu les Dieux de Kirby, qui était vraiment un bouquin de mythologie comparée où j'envisageais l'œuvre de Jack Kirby, qui est le créateur des Quatre Fantastiques, des X-Men, des New Gods, de pas mal de choses, et de Captain America, d'envisager son œuvre comme une mythologie complète, sans se préoccuper des éditeurs et des aléas éditoriaux, et de voir ce que ça nous disait de sa vision du monde. Ah, mais ça a l'air super intéressant, ça. Alors ça, c'était chez un micro-éditeur. Le bouquin commence à être difficile à trouver. Il va peut-être Mince. falloir que j'en fasse. Je vais essayer de voir si je peux en faire un e-book ou un truc comme ça que je puisse diffuser tranquillou, quoi. Ah bah ce serait super intéressant, surtout que... Alors peut-être que je me gourre, que j'ai de fausses infos dans la tête, mais il n'y a pas un nouveau film qui doit sortir des 4 Fantastiques?
Si, c'est prévu, c'est pas Ah, pour tout de suite, mais c'est prévu, oui. ah oui, il me semblait bien que j'avais vu passer une info, pas tout de suite là, effectivement, mais là, dans Il me semble les que c'est pas années avant qui deux viennent. ans. Ouais, Je pense que c'est pas avant 2 ans de mémoire. il m'avait bien semblé, quand même. Ça va, j'ai pas totalement perdu la boule. Bah, ce sera d'ailleurs le cinquième, hein, parce qu'il y a eu les deux de Team Story dans les années 2000, il y a eu le Josh Trank raté d'il y a quelques années, et surtout il y a eu le Roger Corman des années Oui. 90, et qui est mythique parce que le Marvel a interdit qu'il soit diffusé où que ce soit. Ah bon? Ouais. Parce qu'il avait été réalisé avec 3 francs 6 sous pour une histoire d'option, de conservation d'options. Oui, je me Et rappelle de ça. donc le truc a été torché en 3 mois. L'équipe de Roger Corman qui s'est retrouvée à hériter du bébé a fait le boulot avec plein de bonnes intentions et aussi bien qu'elle a pu. Et c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, hein, mais on peut pas dire qu'il soit réussi, quoi. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos YouTube sur le sujet, hein. Mm. Oui. J'en ai vu Ah, il est plusieurs. mythique, hein. Donc, si vous voulez vous renseigner là-dessus, il y a pas mal de choses sur YouTube de disponibles. Et Euh, l'an passé avec un cinéma dont le projectionniste est gros fan des 4 Fantastiques, on voulait se faire une soirée. Il avait récupéré, il y a eu une restauration du truc faite de façon complètement pirate. Il pensait pouvoir le projeter. Et quand on a commencé à communiquer sur l'affaire, les avocats de Marvel nous sont tombés dessus et on nous a ah, interdit de le faire. ah, Attends, un petit instant. oui, oui, ah bah j'ai Doudou qui vient moi pour la conversation. Ce sera pas aussi intéressant, je doute que Doudou écrive. Euh, Excuse-moi, Il n'y a pas de souci. ouais, il a fallu que je gère un truc. Ah, les aléas du direct. Euh, Mm. Et je me posais une question du coup. Qu'est-ce qui motive Oui, l'écriture d'un essai? Est-ce que c'est une commande ou c'est un sujet que tu as vraiment envie de traiter? alors le suisse sur lequel je suis en train de bosser actuellement et dont je peux pas trop parler est une commande, mais là dans les précédents, c'était vraiment des sujets que j'avais envie de traiter, des machins qui me trottaient dans la tête, sur lesquels j'avais accumulé des notes. Mythes et super-héros, c'est parti d'une série d'articles que j'avais publiés sur Internet, notamment sur l'ancien forum Super Pouvoir qui existe plus depuis une douzaine d'années. Ça a été relancé sous forme d'un blog, mais je suis plus impliqué directement dedans. Et j'avais fait une série d'articles, notamment sur Thor, sur les New Gods, et j'avais voulu faire une version un peu plus ambitieuse. Et c'est au moment où les moutons électriques venaient de sortir les Apocalypses de Jack Kirby par Harry Morgan et son co-auteur, j'ai oublié son nom. Ça n'a pas d'importance, mais ils avaient sorti un bouquin sur Kirby, et comme je les connaissais, j'avais publié une nouvelle chez eux, je leur ai dit, mais moi j'aurais bien fait un bouquin sur Kirby, et j'ai un autre axe. Et là, André, l'éditeur, m'a dit, bah, dans ce cas-là, élargis encore le focus du bouquin et parle de mythologie tout court et de super-héros. Et donc ça a donné le bouquin qu'on connaît, qui reprend des versions remaniées des articles précédents, mais le bouquin fait 450 000, non, il fait 350 000 signes à peu près, et il doit y avoir en fait les articles d'époque doivent représenter 70 000 signes dedans. Il a fallu que je fasse tout le reste avec un peu des grosses inquiétudes parce que je m'étais jamais attaqué à un truc aussi ambitieux et j'étais pas sûr d'avoir la légitimité pour. Pourtant, bon, le comics, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps. Déjà parce que je pense que tu aimes, mais aussi parce que tu en as traduit une quantité incroyable. Ouais, j'ai perdu le compte, mais on a dû dépasser les 450 bouquins à peu près. Ouais, j'ai dû traduire à peu près 450 albums de comics. Ben, ça Donc compte, hein, beaucoup, quand beaucoup même. de Batman. Ouais, beaucoup de Batman, beaucoup de Star Wars, quasiment tout Spawn et quasiment tout The Boys. Il y a que l'épilogue que j'ai pas fait sur The Boys. Oui, c'est ça, Avantigone, c'est un petit comique, un truc pas très connu. Ouais. Mm. Batman, moi, je sais pas, ouais. Et alors, du coup, quand t'as une idée comme ça, de quelque chose que tu veux traiter, du coup, tu vas voir un éditeur et tu lui dis, ah ben, j'ai ça, ça te dit pas
Alors, c'est à peu près ça. Je commence par prendre des notes, par voir où ça me mène. Parce qu'il y a par exemple, il y a un autre bouquin sur la mythologie, mais pas orienté super-héros, et sur lequel j'ai un tiers du bouquin et plein plein de notes, et sur lequel, alors là pour le coup, j'ai aucune légitimité, et c'est une théorie fumeuse. Donc vraiment un truc perché. Et là, je me dis non, c'est pas. J'ai moi-même conscience que mon truc est intéressant, mais pas forcément défendable dans des cercles académiques. Donc j'ai lâché l'affaire sur ce truc-là, qui aurait pu être un bouquin intéressant, mais vraiment qui est vraiment très spéculatif, on va dire. D'accord, Mais sinon, oui, j'ai une idée, et à partir du moment où le truc commence à bien prendre forme dans ma tête, je peux faire une note d'intention détaillée et la transmettre à un éditeur. d'accord. Donc, ce qui Et s'est passé pour les trois que j'ai fait au mouton électrique, pour le prochain que je ferai au mouton électrique, mais pas tout de suite, hein, et pour les dieux de Kirby que j'ai fait avec un autre éditeur. d'accord. Et bon bah, on suppose qu'en général c'est bien reçu, mais est-ce que ça t'est arrivé que sur un projet de ce genre, voilà, on te dise ah bah non, pas forcément pour les mêmes Alors raisons d'ailleurs, oui, mais oui, bah celui que je vais faire au mouton prochainement, enfin d'ici quelques temps, je l'avais proposé ailleurs suite à une conversation à un moment où les moutons avaient un peu réduit ce genre d'essai. Ils ont complètement réinventé la collection depuis, donc là c'est reparti. Mais il y a un autre éditeur qui était susceptible de publier ce genre de choses, et là ils ont trouvé ça intéressant, mais voilà, sans aller particulièrement plus loin, quoi. d'accord, intéressant mais sans plus. Donc voilà, c'est intéressant, mais ils m'ont pas C'est relancé dur quand même. dessus. Ce qui arrive, bah, au moins, il y avait déjà une lueur d'intérêt. Ce qui m'est Oui. arrivé sur d'autres trucs, alors qu'il m'est arrivé des projets de bande dessinée, par exemple, tu vois dans les westerns le petit buisson qui traverse la rue. Oui. Voilà, ça, j'ai connu ça aussi sur des trucs que j'ai envoyés à droite à gauche en BD, y compris des éditeurs avec qui je travaillais régulièrement. Et là, comment dire? Bon, là, c'est beaucoup plus désagréable, on va dire. Oui, non mais ça de toute façon, les gens qui ne répondent pas, on est tous Mm. d'accord là-dessus, c'est insupportable. Hein, faut Voilà, et vraiment puis il y a arrêter un de autre faire truc, ça. c'est aussi, voilà, et puis il y a les éditeurs avec qui on travaille depuis des années, mais dans d'autres domaines, et qui, quand on envoie un truc qui est pas bon, des éditeurs pour qui je fais de la traduction et à qui je vais envoyer de la créa, et où là je reçois une lettre type, après trois relances, je reçois une lettre type. Non. Ça, ouais, ça je le vis pas forcément bien. Oh là là, Surtout non. quand c'est des boîtes où quelques mois avant, ah bah, Ina de la Fab fait mais depuis le temps que tu bosses avec nous, pourquoi t'as pas placé un projet? Je fais bof, le truc, enfin, je me doutais que ça se finirait un peu de la sorte connaissant la maison. Puis je me dis ouais, en fait, bon, je tente quand même. Oui, bah le résultat a été le résultat attendu, mais le coup de la lettre type à signature illisible, ouais, j'ai trouvé ça particulièrement désagréable. Oh là là. Bah, tu vois, enfin, on en discutait, je sais plus si c'était Nadia ou Isabelle, je crois que c'était Mm. avec Isabelle, où justement on se disait, ben ouais, mais c'est pas parce qu'on est dans le métier que du coup les gens vont accepter tous nos projets, quoi. Et mais là, ouah, c'est raide, hein. Franchement. Oui, mais bon, c'est un milieu, l'édition, c'est de toute façon un milieu qui est dur, hein, qui est quand même, euh, qui est parfois toxique, hein, ça, on va pas se mentir. Et donc, il y a si on pèse pas très lourd, j'ai quelques potes hein, qui eux pèsent très lourd dans le game, et effectivement, ils ont pas besoin de réclamer deux fois pour pour obtenir un certain nombre de choses, hein. Ouais. Je pourrais citer bah, Alex Alice sur Château des Étoiles. Mm. Il m'a imposé, moi je suis sur l'édition journal, euh, je lui fais tous les faux articles du 19e siècle parlant de conquête spatiale en 1870. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui pesait lourd, qui allait voir un éditeur euh, dont il pensait qu'il y aurait le savoir-faire pour faire cette édition journal à laquelle il tenait. Il m'a imposé, moi, alors que là, dans cette maison-là, personne ne me connaissait.
Et 10 ans après, je bosse encore avec. Et quand je vois les vernis sélectifs, les vernis texturés qu'il a sur ses couvertures, les trucs Ouais, qu'il a, c'est magnifique. bon. Par contre, oui, il vend pas ses chiffres de vente sont pas tout à fait les miens. Il y a un rapport, ouais, ils vont de toute façon sans se fouler 3 fois autant que celui de mes bouquins qui s'est le plus vendu et qui était un cas très particulier. Donc, et sinon, le reste du temps, ils vendent plutôt 30 fois autant que moi, quoi. Et oui, non, mais ça. Là-dessus, enfin, c'est mathématique, on peut pas tous avoir du succès de la même manière, mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'on ne soit pas traités tous avec un minimum de respect. Voilà, qu'on traite les grosses stars comme des grosses stars, ça me semble, bon, plus ou moins dans l'ordre des choses. Après, voilà, il y a des maisons où effectivement, bon, il y a un éditeur pour qui je travaillais il y a longtemps et il y a eu un moment une communication aux US où le truc pour l'édition américaine d'un de mes bouquins, d'un coup j'étais bombardé European Top Talent. Ouais, Ok, c'est super cool, ça fait plaisir. ouais. Quand j'ai amené des projets par contre dans la maison, j'étais plutôt traité comme un truc que le chat a ramené après un stage dans le local poubelle. Mais Oh mon Dieu. Oh non. genre, c'est quoi ces idées perchées, quoi? Enfin, c'était même pas dit comme ça, mais encore, le truc on t'adore, mais bon, tes idées sont trop perchées pour nous, ça c'est un truc que je pouvais entendre, je suis un grand garçon. Mais bon, là, c'était en plus une maison qui, justement, j'y allais parce que ils ont fait à une époque des trucs bien, bien barrés. Et là, ils étaient en train de repenser leur ligne éditoriale vers un truc beaucoup plus consensuel, beaucoup plus basique. Et j'étais pas, oui, bon, enfin, le truc, j'ai lâché l'affaire avec eux. Ouais, c'est dommage, hein. Après, bon, il faut dire aussi que la plupart des romans que moi je connais, alors je ne connais sûrement pas tout, mais c'est quand même des choses qui sont effectivement, c'est pas perché que j'ai envie de dire, mais très, il y a de l'inattendu, il y a beaucoup d'originalité, euh, et je me dis, ça peut faire peur à certains éditeurs, mais bon, quand tu commences à avoir, je sais pas combien de titres qui sont sortis, le truc se défend quand même. Ah oui, mais bon, non, mais les éditeurs, alors en BD, justement, pourquoi il y a, enfin, tu vois, Escaton, mon premier roman, c'était au départ un projet refusé de bande dessinée. Alors, bon, qui était le script n'était pas totalement écrit, j'avais un dossier, j'avais les premières pages, j'avais la fin qui était écrite, mais bon, pouvoir repenser le truc vers un roman posait pas de souci. Pour l'île de Peter, c'est pareil, je devais avoir 10 pages de script décrites et le dossier. À partir de là, c'était pas un souci de le repenser pour en faire un roman. Il fallait passer sur un autre, tu vois, comme avec une boîte de vitesse, passer sur l'autre engrenage et c'était bon. Hmm. Mais le fait est, les éditeurs d'imaginaire sont un peu mieux armés par rapport à ça, je crois. Et alors que les éditeurs de BD, si on sort trop du cadre, Oui. c'est un truc que j'ai remarqué il y a déjà 25 ans sur un de mes premiers albums, où là j'avais été reçu très gentiment avec mon dessinateur. L'éditeur nous a dit, j'adore votre projet, mais je ne saurais pas quoi en foutre parce que il n'est pas assez grand public pour être dans nos collections classiques et il n'est pas assez arty, il prend pas assez la pause pour être dans nos collections beaucoup plus intello, Hmm. nouvelles BD, etc. Euh, on n'était pas dans un truc à la Sphare Ouais. ou ce genre de choses, et on n'était pas non plus dans l'album, c'était pour la dernière cigarette, donc qui était un truc avec une technique graphique très particulière, une narration un peu particulière aussi. Là, on l'a fait chez un tout petit éditeur indé qui, lui, était prêt à défendre ce genre de projet. Ouais, là, je vois qu'il s'affiche à l'écran. Hmm. C'est un récit sur la Deuxième Guerre mondiale très très dur, très sombre, et graphiquement c'est
très particulier. Et là, bah voilà, les gros éditeurs voyaient pas du tout par quel bout le prendre. Ils savaient pas comment le marketer, et ça, pour eux, c'était un problème. Pour un petit éditeur, bah là, chez la cafetière, quand on a sorti ça, on l'a épuisé en 3 mois de temps, mais sachant que c'était un tout petit éditeur. Mhm. Euh, Merci Jean-Seb, qui dit tout bien qu'il pense de l'album, Oui, mais je pense que c'est un c'est album mérité. qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Du coup, on a passé beaucoup de temps pour la production. Et bah, sur la cafetière, leur tirage de base, c'était 800 ex. Et là, d'un coup, on imprime 1500 et en 3 mois, on Ah oui. épuise, on réimprime. Et là, ça se stabilise après. Je crois qu'on était à 2500 exemplaires. Chez eux, ils n'avaient jamais vu ça. Donc, d'un coup, j'ai été le roi du pétrole chez cet éditeur-là. Ah bah ça fait du Alors qu'en bien, c'est au moins ça. parallèle, ça fait plaisir. Alors qu'en parallèle, j'avais fait chez Soleil un album qui s'était vendu le double et qui était à l'époque considéré comme un accident industriel. Pas un gros accident industriel, mais un loupé commercial, quoi. Ah oui. En faisant le double de vente. Bon, entre-temps, la cafetière, c'est aussi l'éditeur qui a découvert Fab Caro. Et là, d'un coup, bon, ils ont changé d'ordre de grandeur sur les ventes, même si les plus gros succès de Fab Caro sont pas chez eux. Ben, Fab Caro, ils vendent 4 à 8 fois plus que ne l'avait fait la dernière cigarette. Donc je déteste Fab pour ça, qui est un type formidable et dont j'adore son humour, j'adore le gars, mais par principe, voilà, le Il truc, énerve, hein, voilà. j'étais le King of the Hill, quoi. C'était le roi du monde. Et là, d'un coup, paf, il arrive, il pète tout. Ouais, Vraiment, non, il n'y a pas de aucun respect. respect des anciens. Voilà. On lui dira, pas de respect. Heureusement, heureusement que je l'adore, hein. Oui, heureusement, hein, quand même, là. Fou. Bon, Mais alors, pour en revenir à ce qu'on oui. disait, oui, bah, vendre des projets un peu bizarres, un peu, enfin, parce que le fait est, faire un machin qui a déjà été fait m'intéresse pas des masses. J'aime bien retourner prendre un Ça se truc. défend. Voilà, si je prends un truc qui existe, par exemple dans l'île de Peter, je reprenais Peter Pan, c'est pour retourner le truc et en faire autre chose, pour donner un angle qu'on n'a pas forcément vu. Euh, et à partir de là, euh, faut faire un truc calibré, ça m'emmerde en fait. Et moi j'ai commencé ma carrière en commençant à écrire et tout ça. J'avais passé un diplôme en pharmacie et je vendais des boîtes dans des pharmacies. Bon, si c'est pour m'emmerder en travaillant, je peux remettre la blouse blanche et vendre des boîtes dans des pharmacies. J'aurai le chômage, les congés payés, ce genre de Oui. choses. Voilà, si j'écris des bouquins, c'est a priori pas pour m'emmerder. Donc, je vais essayer de faire des trucs qui vont faire les bouquins. Enfin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais faire les bouquins que je trouve pas dans les rayonnages et donc dont je me dis que ce serait cool qu'ils y soient, quoi. Donc, Ben, puisque ces bouquins n'existent pas, c'est à moi de les faire. de toute façon, je crois que une des motivations qu'on retrouve, c'est bah, on écrit les livres qu'on a envie de lire aussi. Oui. Donc fatalement, bon ben si c'est les bouquins que tu as envie de lire et que tu te dis bah ouais mais je le trouve pas celui-là donc ouais je vais l'écrire. C'est Après, logique. c'est peut-être un poil plus compliqué parce qu'il y a plein de bouquins que j'adore lire, mais que je ferai jamais. Euh, je sais pas, Oui, je comprends. tu vois, par exemple, il y a la trilogie Chevauche-Brume de Thibault Lati-Nicolas. J'ai vraiment adoré. Mais je me vois mal me lancer dans un truc comme ça, que je trouve. Alors, c'est super bien fait, c'est blindé d'idées. Il y a des trucs tenus dont je suis absolument jaloux de ce qu'il arrive à en faire. Et notamment ces batailles navales du tome 2, c'est une dinguerie absolue. Il y a certains trucs que je ne saurais pas le faire. Et Dezio, on est dans une fantaisie qui est quand même assez classique dans la forme, quoi. Et c'est peut-être un truc auquel je me serais attaqué, ce genre de fantaisie-là, je m'y serais peut-être attaqué il y a 20 ans, mais là, maintenant, c'est plus forcément ce qui va m'amuser à faire. Et je pourrais donner plein d'autres exemples en fantasy ou en SF contemporaine de gens que j'admire et que j'adore, mais effectivement, eux font leur truc de la façon dont ils veulent le faire, et c'est pas forcément la mienne.
Oui, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, quand tu travailles sur un projet, alors là, tu nous diras si c'est différent d'un projet à l'autre, mais par rapport au roman, euh, est-ce que tu commences comme pour un essai? C'est-à-dire, est-ce que tu as un sujet sur lequel tu vas prendre plein de notes et tu vas écrire ou comment tu procèdes? Alors, ça dépend des bouquins, en fait, parce que en fait, d'un bouquin à l'autre, on est sur des univers parfois sur des univers très différents. Il y a pas grand-chose de commun, par exemple, à jouer à l'écran, les Canaux du Mi-temps et le dossier Arkham, qui sont sortis d'ailleurs à pas un gros intervalle, à peut-être 6 mois d'intervalle. Il y a un truc qui les rapproche, c'est un jeu formel où on passe narrativement d'un style à un autre en fonction des parties du bouquin. Dans le mi-temps, on a de la narration à la première personne d'un des personnages, on a une confession d'un prêtre, on a le journal intime d'un conquistador, on a même une pièce de théâtre. Il y a une partie qui est écrite sous forme de pièce de théâtre. Et le dossier Arkham, on a des coupures de presse, des extraits de Mm. thèse, le journal intime d'un étudiant paumé dans la forêt de Dunwich. Enfin, et ça s'appelle d'ailleurs, cette partie s'appelle le projet Dunwich. Mais c'est pas le même traitement. Les Canaux du Mi-temps, c'est un livre d'aventure un peu triste, hein. Le dossier Arkham, c'est une parodie de Lovecraft où je vais très loin dans ce que tu appelles les blagues carambars, je crois. J'écoute ce que tu dis je sais ce que tu dis de moi dans mon dos. J'ai des agents partout. Euh, donc des blagues absolument débiles, des gags complètement honteux et dont j'ai même pas honte. Le dossier Arkham, c'est à toutes les pages. Des références à Michel Sardou glissées de façon efficace dans le truc, où il y a quand même les origines secrètes des deux petits vieux du Muppet Show dans ce bouquin. Waouh. Il faut Est-ce connaître qu'on le peut vrai gagner nom. des trucs? Est-ce qu'on peut gagner des trucs si on les trouve? Est-ce qu'il y a un Alors, concours? le concours existe depuis la sortie du bouquin et n'a pas été remporté parce que je sais sur Waouh. les refs, il y en a deux, trois où je sais faut être aussi pété dans sa tête que moi pour les avoir, mais elles sont là. Quelqu'un qui arrivera m'en repérer certaines comme ça, à me dire qu'il a celle-là, c'est a priori il a les autres. Bon, Et voilà, j'ai vous dit, avez entendu. au, voilà, au prochain festival, quand la personne me prouvera qu'elle a toutes les refs, Toutes les rêves pétés, surtout les rêves au pétés. prochain festival, voilà, c'est parce que bon, les références à Sardou ou à Highlander, elles sont faciles à avoir. Il y en a des beaucoup plus vicelards, des beaucoup plus à tiroir. Par exemple, il y a des gens qui ont repéré la référence au Ludwig von 88, mais Mhm. pas la référence à Karim Berouka. Alors qu'il y a les deux. Ah, Eh oui, c'est le truc. Puisque je faisais référence à Ludwig, je faisais référence à Karim, et il y a des gens qui n'ont pas encore. J'imagine qu'il y a des lecteurs de Karim qui n'ont pas fait le lien avec les Ludwig et des auditeurs des Ludwig peut-être. qui savent pas que Karim écrit. C'est Mais possible. donc là, il y a un texte où il y a un marchand arabe qui s'appelle Barouk Al-Karem et qui détient, enfin un marchand yéménite qui détient l'opus 88 de Ludwig van, joué par Eric Oh. Zahn, qui est un disque qui rend fou. Et il y a plein de trucs comme ça. Et donc le concours, le truc, c'est que je paye un bon resto en festival à la personne qui me chopera tous les trucs. Waouh. Allez, lancez-vous, c'est parti. Donc si c'est Épinal, ce sera dans un bon resto d'Épinal. Si c'est Nantes, ce sera à Nantes. Enfin, la prochaine fois où je croise la, la personne en festival, et qu'elle peut me démontrer que euh, qu'elle a à peu près tout chopé. Mon père en avait une seule. Mais, euh, mais celle-là était pour lui. De toute façon, il a repéré la référence à Pierre Dac. Ah, ça c'est important, ça c'est bien. Ça c'est bien. Assez bien, parce que Donc, quand mon père est arrivé en France il y a 60 ans, il y a un peu plus de 60 ans maintenant, il a appris le français avec Pierre Dac, Francis Blanche et Darry Cole. Bon, ça va Darry être Cole, je pense intéressant. que c'était pas une bonne idée, euh, mais euh, Ça explique des tas de choses, hein. et dans les bandes dessinées et des choses comme ça. Enfin, il parlait déjà le français, mais il adore les jeux sur les mots de Francis Blanche et de ces gens-là.
C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les mots, et donc forcément, bon bah moi aussi je fais le guignol avec ça. Euh, et donc il y avait une ref au Sarabin. Il y a un sage hindou qui s'appelle le Sarabindranath. Rabindranath Bon bah les fans Jaival. de Pierre Dac, voilà. Oui. Ah bah tiens, il y a mon Pouvez-vous le frangin faire? qui est en Oui, ligne. je peux le faire. Et donc, ouais, celle-là était pour lui. Alors, il y avait une double, là aussi, il y avait une double idée derrière le Sar Rabindranath. Je mettais une référence à Pierre Dac parce que ça me faisait marrer. Et dans son Cthulhu, ou les nombreuses vies de Cthulhu de Patrick Marcel, il avait réussi à glisser une autre référence à Pierre Dac et Francis Blanche dans son bouquin sur Cthulhu. Donc là, en mettant une référence à Pierre Dac, je suivais une longue tradition. Je Enfin, une vois. longue tradition, le bouquin de Patrick Marcel, la première édition, doit avoir 7 ou 8 ans. Mais au moins, j'étais sur une espèce de tradition débile de rapprocher Pierre Dac et Lovecraft, ce qui n'a strictement aucun rapport. Mais voilà. Effectivement, non. Maintenant, ça en a un. Pierre Dac fait partie du mythe de Cthulhu, et ça, Et ça, c'est beau. c'est beau. Et ça, Voilà. c'est beau. Alors, du coup, hop, pour revenir là-dessus, par quoi tu commences quand tu écris? Alors, ça peut être plein de trucs. Sur les canaux du mi-temps, c'est un rêve que j'avais fait et qui se retrouve dans le bouquin. C'est une scène de la fin du bouquin. Et il a fallu après que j'invente tout un univers pour justifier cette scène-là dont j'avais rêvé, qui m'avait marqué et que j'avais trouvé très belle, très poétique, très mélancolique. Donc, je note parfois mes rêves. Et celle-là, je l'avais notée et j'y revenais régulièrement. Donc, il y avait ce bateau, ce qui s'appelle le bateau carnaval dans le bouquin, qui, euh, qui parcourt des canaux et donne des spectacles à Chatualt, mais qui Mhm. était chargé d'une espèce de magie. Donc à charge pour moi d'inventer l'univers dans lequel ce bateau existe, d'inventer les règles de magie correspondantes, de savoir quels sont les mystères autour de ce truc-là. Et donc ça fait un bouquin qui fait 510 000 signes pour un rêve que j'ai noté vite fait un matin en me réveillant, quoi. Pour les trois coracles, qui est mon bouquin sur Uthor Pendragon, là le truc est parti de quelque chose de parfaitement débile, d'un accident de ralentisseur. Ah, d'accord. Ce qui est quand même pas banal. Oui, j'étais en train de lire dans le bus. J'allais chez le dentiste, si je me souviens bien, et j'avais repris, comme je sais que j'avais pas mal de bus, j'avais pris un truc dans une pile de bouquins chez moi, et c'était je voulais me relire un peu de Chrétien de Troyes, et donc j'avais une édition de Chrétien de Troyes avec une préface très très circonstanciée, et j'étais dans le bus en train de lire la préface. Et je passe sur un ralentisseur, le bus passe sur un ralentisseur qui me fait sursauter, et je saute 10 ou 15 lignes dans ma lecture sans m'en rendre compte. Et donc je passe d'un passage expliquant un peu les sources qu'on a sur Uthor Pendragon à un passage où en fait l'auteur du bouquin paraît tout à fait autre chose, d'un poème gallois dans lequel le roi Arthur monte sur des bateaux pour partir à la conquête de l'île des Fées à l'ouest, des îles d'Avon. Ouais. Ah, attends, je te perds. Hop, hop, hop. C'est ton micro, là. Hop, 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 il est parti. Il est parti. Il faut que tu vérifies ton téléphone. On était en plein. Ah, on était tous complètement à fond, là. C'est la technique qui nous lâche. Arthur, les fait, hop, et d'un seul coup, le truc est parti. Je sais pas si. S'il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Ah, c'est plein de mystères, là. Désolé, hein, désolé les gens. Voilà, hop, la technique. Les aléas du direct, tout ça. J'espère qu'on va pouvoir le récupérer, Nikolaevitch, pour qu'il finisse son histoire. Parce que, voilà, bon, on m'avait prévenu, hein. Nelly Chadour avait déjà bien balancé en disant ouais, mais de toute façon, il s'arrête jamais de parler, tout ça. T'auras jamais fini avant minuit. Ah bah là, si en plus on a les problèmes techniques, ça c'est sûr, on n'aura jamais fini avant minuit. Alors,
Hop, hop, hop. Est-ce que j'arrive à avoir des nouvelles ailleurs? Hmm, attends. Je vais lui dire. On ne t'entend plus. Ce serait cocasse qu'il continue à parler tout seul en pensant qu'on l'écoute. Non, voilà, hop. Je pense qu'il s'est déconnecté de la conversation et je pense qu'il va se reconnecter. J'ai pas eu de SOS sur Twitter. Désolé les gens, soyez patients. On croise les doigts et on espère que Nikolavitch revient avec ses histoires formidables. Oui. Est-ce que tout va bien là? Est-ce que ça fonctionne? Je te vois, mais pour l'instant, je n'entends rien. Il faut que quand tu parles, il faut que le petit cercle vert s'allume. Non, Ah, mais tu m'entends là ou pas? oui, oui. Parce que ouais, c'est mon appareil qui s'est mis en veille et donc il faut que je surveille ça. C'est tout con. Alors je sais même plus. Alors je sais pas à quel moment ça a coupé, tant qu'à faire. Moi, je sais, Euh, l'effet. hmm, Au moment donc où Arthur va pour aller sur l'île aux fées. ok. Et donc Le voilà, bah, bateau Arthur les fées. avec. Voilà, et le truc, c'est qu'en fait, le poème gallois parle du roi Arthur, mais moi, j'en sais rien au moment où je suis en train de lire. Avec ce saut de ralentisseur, j'ai sauté 10 ou 15 lignes, et en fait, pour moi, le poème parle de Uthor Pendragon. Et Ah donc, oui. je noircis 10 pages dans un calepin. Je vais à mon rendez-vous chez le dentiste. En revenant, où je suis complètement shooté par anesthésie, je tape une note d'intention qui devait être suffisamment cohérente pour convaincre l'éditeur, parce que dans l'après-midi, en fin d'après-midi, l'éditeur me rappelle en me disant OK, ouais, on le fait. C'est 15 jours après, c'est donc 15 jours après que je m'aperçois que ce poème sur Uthor Pendragon n'existe absolument pas, et que je prends une décision à la Liberty Valence. C'est l'Ouest ici. Si la réalité est plus belle que la légende, et ben, enfin, si la légende est plus belle que la réalité, et ben, on imprime la légende. Et donc c'est comme ça que le bouquin s'est fait. Mon idée me semblait, même si effectivement cette légende-là ne correspondait pas à Uther Pendragon, j'ai quand même articulé mon bouquin autour de ça. Voilà, tu t'es démerdé, tu t'es dit c'est bon, allez, on va le garder. Mm. De Tant toute pis, on façon, fait le poème avec. gallois en question, voilà, le poème gallois en question, personne ne le connaît. Les sources sur Uther Pendragon où j'ai été pioché, c'est-à-dire des chroniques saxonnes du 7e ou 8e siècle, personne ne lit ça de nos jours. Qui connaît la chronique de Nennius? Alors, si, il y avait une personne. Parce que quand j'ai rendu mon manuscrit, donc l'année suivante, je renvoie mon manuscrit, ma bêta lectrice, peu- 2 jours après que j'envoie le manuscrit, m'envoie un petit mail avec la couverture d'un bouquin qui sortait 15 jours plus tard aux Forges de Vulcain, Uther Pendragon par Thomas Spock. Ah ah. Alors, sachant que l'année précédente, mon Île de Peter sur Peter Pan est sorti à 3 semaines d'intervalle avec le mois Peter Pan de Michael Rock. Donc, ce que j'avais pas très bien vécu. Alors, le bouquin de Michael est vachement bien, et il va dans des directions complètement différentes des miennes. Donc, ça se Ouais, marchait mais c'est pas absolument la pas dessus. question. Ça reste. Mais disons que les grands esprits se rencontrent, quoi. Et là, par contre, 2 années de suite, surtout Uthor Pendragon qui s'intéresse à Uthor Pendragon, là, 2 années de suite, ouais, je me suis dit, ça y est, j'ai été marabouté, construit sur un vieux cimetière indien, je ne sais pas, mais il se passe un truc là. Euh, et alors là, se passe un truc formidable parce que donc Marianne, ma bêta lectrice, me dit, mais tu sais, je connais cet éditeur. Elle lui envoie un mot. 2 jours après, David Molmans, éditeur des Forges de Vulcain, m'envoie un mail super gentil me disant Marianne m'a parlé là de ton petit problème, alors on est super désolé, mais d'après ce qu'elle m'a dit de ton bouquin, Thomas est parti dans d'autres directions, ça va pas se marcher dessus. Donc là j'étais en mode j'espère bien, et il Ouais, m'envoie le bouquin. ouais.
Donc moi, le truc, je me retrouve à recevoir le truc dans ma boîte aux lettres et à déballer un envoi comme ça, moi, mon bouquin était même pas encore sorti, il était encore à la lecture chez C'est l'éditeur, quoi. chaud. Je venais de le rendre, donc il est sorti. Du coup, j'ai quand même averti l'éditeur qu'il y avait ce problème-là. Il m'a dit, bon, bah, à la limite, on se donne le temps, il n'y a pas urgence, il n'est pas encore programmé, donc on peut le sortir dans un an au pire. Donc, ce qui nous a permis de le retravailler en profondeur. C'est peut-être celui sur lequel on a pris le plus de temps pour le retravailler tranquillement. Oui. Mais là, j'étais quand même très embêté. Ça avait un côté presque, on m'avait envoyé un paquet radioactif, tu vois. J'ai ce truc qui a été mis dans un coin pendant quelques semaines et je contournais le coin de la pièce où il était, si tu veux. Et jusqu'au moment où là, je pars en vacances. Et là, j'ai un gros voyage en bus, donc je me dis tiens, bah, ça me ferait une lecture. Là, j'ai pas, je bosse complètement sur autre chose. J'étais en train de commencer à travailler sur les canaux du mi-temps, donc qui était complètement autre chose. Et je me disais voilà des péniches avec des cow-boys et des Indiens et de la magie. Là, normalement, je suis tout seul sur le créneau, donc ça devrait aller. Euh, Sinon, si quelqu'un d'autre sort un bouquin du genre en même temps que moi, là, faudra que je me pose de sérieuses questions, On que je me t'espionne fasse peut-être, hein? dépister pour, Tu sais pas? voilà, ou que je Oui. me fasse dépister pour la télépathie ou un truc comme ça. Euh, et donc là, j'ouvre mon sac, je sors le bouquin, et ma deuxième fille, qui est fan d'imaginaire celtique, qui avait suivi un peu l'affaire, et que ça faisait beaucoup rire, mes enfants ont mauvais fond, et là, elle voit le truc, elle fait ah, ça y est, tu t'attaques à la bête. Je fais ouais, Ah, la faites des vilaine. mômes, tiens. Et puis, hop, je lis le premier chapitre, et là, je suis en mode, mais oh putain, ma fille fait pas quoi, c'est pas bien. Bah si, au contraire, c'est bien le problème. C'est que son bouquin à Thomas est vachement bien. Et on s'est rencontrés par la suite avec le Thomas. J'avais pris des notes en repérant des trucs, en me disant, mais d'où il a sorti cette idée-là? Et me dire, ah, mais il a lu tel truc lui aussi. Et en fait, on a comparé nos notes quand on s'est rencontrés. On est devenus d'excellents amis suite à ça. Et effectivement, on avait été chercher les mêmes, enfin, Source. les textes de Saint Gildas, quoi, Tilly, enfin, Saint Gildas Tilissa, Nennius, enfin, ou sur un truc, ou Bède le Vénérable, faut vouloir quand même Ouais. aller piocher dans, dans ces chroniques arides. Écrites par des moines au 8e siècle, faut vouloir. Et ben lui a fait la même. Et il a parfois tilté sur les mêmes choses que moi, mais vraiment les mêmes séquences qu'il a repérées dans les trucs, et il en fait complètement autre chose. Donc c'était là, les bouquins se complètent vachement bien parce que lui il part dans un truc extrêmement merveilleux, et moi justement ce qui m'intéressait, c'est tout en gardant de la magie, l'épée magique, les fées, les choses comme ça. On est dans une espèce de reconstitution maniaque de la Grande-Bretagne du 5e siècle. Donc j'ai essayé de recréer un univers crédible Hmm. avec assez peu de sources, mais l'idée d'avoir un truc qui soit ancré quand même dans le réel et dans des problématiques réelles de l'époque. Oui. Donc c'était alors que Thomas part dans de l'interprétation purement symbolique, enfin des choses extrêmement merveilleuses, très magiques. Donc là, on n'a pas fait du tout le même bouquin, et à lire côte à côte, ça donne un truc qui est plutôt rigolo. Ah, donc c'est intéressant de lire les deux, de faire une lecture. En lecture croisée, ça marche pas mal. Enfin, il y a des moments où effectivement lui part de il y a le Vortigern, le méchant roi, construit une tour magique, Ouais. et qui a un sens magique dans lequel il enferme ses trésors, etc. Que Guy Ritchie a repris d'ailleurs cette idée de la tour de Vortigern dans son film Oui, sur le roi Arthur, tout à fait. qui est le Thomas retourne le truc en disant c'est une tour qui est construite dans un gouffre, donc elle n'affleure à peine du sol, il y a tout un Mhm. truc autour de ça, donc ça en donne un machin complètement étrange. Et moi, c'est
une ferme, une ancienne villa gallo-romaine, auquel le type a rajouté des étages pour en faire une forteresse, et qu'en donne un truc complètement guingois, un machin, un mariage de la carpe et du lapin, un truc bancal, quoi, qui est hybride, et qui devient une espèce de représentation d'une époque où les gens viennent de la culture romaine et latine, mais du Bas Empire, et ne savent pas, ce truc-là s'est écroulé, ils le savent, mais ils savent pas par quoi le remplacer. Mm. Et quelque part, l'idée dans le texte, hein, enfin un truc qui a émergé à l'écriture du texte, c'était que l'échec du Terre, c'est de défendre un modèle auquel il sait qu'il ne peut plus croire, mais qui est tout ce qu'il connaît, sans être capable de proposer quelque chose pour le remplacer. Oui, Et que je quelque part, comprends. Arthur propose un nouveau modèle qui est celui de la table ronde, etc., pour remplacer le modèle obsolète. Mais Uther se trouve sur ce changement de civilisation où il s'arc-boute sur une défense d'une civilisation qui n'existe plus, et qu'il y a et que il se retrouve pris dans ses propres contradictions. Au moment où, alors, dans certaines chroniques, Uther brûle Vortigern dans sa tour. Euh, je reprends cette scène-là. Vortigern est assiégé dans sa forteresse. Ne voulant pas risquer plus d'hommes qu'il en a déjà perdu, Uther décide de mettre le feu tout simplement Mm. et se débarrasse comme ça d'un ennemi qu'en fait il n'a jamais vu. Il prend conscience après coup qu'ils se sont haïs, ils se sont combattus, mais ils se sont jamais rencontrés et qu'il ne sait même pas quelle tête a cet ennemi qu'il a occupé Mm. pendant des années. Et il a une autre prise de conscience assez brutale, c'est qu'en brûlant une construction romaine, même bancale, il fait le boulot des barbares à leur place. Et que D'accord. pour défendre une idée de Rome, il est en train de brûler Rome. Symboliquement, c'est un truc qui vit pas très bien non plus. Mm. Donc c'est les choses qui ont émergé dans le bouquin et qui m'intéressaient de traiter à partir de là. D'accord. Et du coup, est-ce que parce que là, tu as fait énormément de recherches pour ce livre, est-ce que c'est vrai pour tous les livres? Est-ce que tu fais toujours autant de recherches pour tous tes romans? Non, parce que par exemple pour l'île de Peter je m'amusais avec le mythe de Peter Pan, l'idée m'était venue en revoyant le Disney, mais je me suis relu les bouquins de Barry en prenant des notes. C'était pas vraiment de la recherche, mais j'ai été repéré par exemple quand il a fallu créer une biographie à Monsieur Mouche, qui était le Mhm. personnage qui m'intéressait vraiment là-dedans, de repérer toutes les allusions que fait Barry au passé de Monsieur Mouche avant qu'il embarque sur ce bateau pirate. Et à partir de là, on peut reconstruire une espèce de biographie cohérente. Quitte à boucher beaucoup de trous. Il y a eu des petites vérifications sur la biographie de Black Sam Bellamy et un certain nombre d'autres pirates, mais globalement, je travaillais sur une imagerie cliché du pirate, de ce genre de choses-là, donc qui n'était pas en soi, qui ne demandait pas une doc phénoménale. Sur Eschaton, c'est un roman de space fantasy complètement déglingué. Donc là, j'ai un univers à moi. Euh, Il n'y a pas énormément de doc dessus. Par contre, quand je fais la bio de Lovecraft en BD, quand je fais Trois Coracles, oui, là, Oui. je suis obligé de me documenter énormément. Il y a une phase de boulot que j'aime beaucoup. Sur le prochain, Les Exilés de la Plaine, on est dans un univers de fantasy plus ou moins inspiré du western, ou là, dans le cas présent, d'univers à la dernier des Mohicans. J'ai remis le nez dans Cavalier de la Salle et des explorateurs du Mississippi, Missouri, pour avoir une idée de la couleur locale, d'une certaine façon. Mhm. Oui, pour te remettre dans J'en ai l'ambiance et tout ça. Voilà, donc sans que ce soit vraiment de la doc, c'est une immersion dans quelque chose qui me permet de sentir le monde Mm. que je raconte. Et une part de la documentation sur les Trois Coracles, par exemple, c'était vraiment m'immerger dans un contexte. C'était pas tant il y a très peu de docs sur la Grande-Bretagne de l'époque, mais il y en a plein sur la Gaule à la même époque. Donc j'ai lu pas mal de choses sur l'émergence des premiers royaumes en Gaule. Celui des Francs n'était pas le premier d'ailleurs, sur la situation sociale, le rôle des évêques, des choses comme ça, pour sentir un petit peu l'époque. D'accord. Ce qui est très subjectif et qui n'est pas une approche d'historien, hein. Ça,
je suis romancier, j'essaie de trouver un truc qui soit crédible, qui fasse Mhm. vrai, mais bien évidemment que je vais faire lire par contre par William Blanc en me disant, toi, tu connais bien les potes arthuriennes, tu me dis si je fais n'importe quoi. Puis un mois après, j'ai pas de nouvelles. Je lui renvoie un petit mail en disant, bah t'as pu avancer sur un bouquin, t'as repéré Est-ce que des tu t'es trucs. évanoui devant Voilà, il fait non, non, mais je l'ai fini, mais j'ai rien à dire là. En fait, j'ai rien repéré historiquement parce que je me régalais tellement en le lisant que j'ai pas fait gaffe à l'aspect historique. Ah bah J'étais là, voilà. mais couillon, couillon, c'est pour ça que je te demandais. Euh, bon, a priori, il y aurait eu une vraie grosse patate, il me l'aurait dit, Ouais. quoi. Ça lui aurait sauté à la figure, il aurait dit qu'est-ce que c'est que ça. Il l'aurait remarqué. Et du coup, Voilà, bon, apparemment, mon truc est crédible, quoi. bon, ah bah, ouais, ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt quelque chose de. C'est un compliment, on va dire, quand c'est quelque Mm. chose quand même que tu t'as fait énormément de recherches et t'as fait en sorte d'être quand même euh, dans l'époque avec des choses qui ont une base réelle. Ouais, qui sont Bon, pas choquantes, oui. ouais, voilà quoi. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu écris chronologiquement? Une fois que tu as toutes tes idées et que tu sais où tu vas et ce que tu veux faire, est-ce que tu écris en commençant par le début et jusqu'à la fin ou pas forcément? Alors, ça dépend des bouquins. J'adore cette réponse. En fait, assez rarement. Au départ, pas du tout. Mais en fait, venant de la BD, au départ, sur mes premiers bouquins, j'étais extrêmement architecte. Je structurais énormément le truc parce que venant de la BD, quand on fait un album de 46 pages, bah, on fait un séquencier et puis après on Mm. fait un découpage à la page et seulement après on commence à écrire à la scène, on commence à dialoguer et tout ça. Donc du coup, avant d'écrire, alors je suis pas toujours aussi rigoureux même quand je fais de la BD, mais parfois, j'ai déjà des scènes que j'ai commencé à écrire parce que je les sentais bien, des dialogues qui me venaient, que je notais. Mais en général, en BD, j'ai quand même ce travail en entonnoir où je pars d'un séquencier, découpage à la page, découpage à la case, dialogue. Oui. Et donc, du coup, sur les romans, j'avais tendance par confort à travailler un peu comme ça. Surtout sur Escaton où il y avait des lignes narratives qu'il fallait entrecroiser. Sauf que sur Escaton, je me suis heurté à un petit problème. Un de mes personnages fonctionnait pas comme je le voulais. En fait, à un moment, je veux lui imposer un changement et ça marche pas du tout. Et du coup, je me retrouve à changer complètement la suite de l'histoire en ce qui le concerne lui. Ça Mm. change pas grand-chose pour les autres personnages, mais d'un coup, ma ligne narrative se sépare en deux. Et donc, mon plan, très bien mitonné, tombe. Oui. J'en ai une partie qui survit, mais je suis obligé d'intercaler dedans plein d'autres choses. Donc, à partir de là, j'ai petit à petit, mes plans se sont allégés de plus en plus. Sur Peter, il était un peu plus léger. Sur les trois coracles, là, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais une double ligne narrative. Donc, il y a un chapitre sur deux, on est dans le présent du Terre, c'est-à-dire son expédition à la fin de sa vie, son expédition vers l'île des Fées, son retour et la chute du Terre, le plantage de l'épée, etc. Mhm. Et les autres chapitres, c'est toute son ascension, en fait, de sa Ah oui, d'accord. jeunesse jusqu'au moment où, en fait, le dernier chapitre reboucle avec le premier. Et en Oui. fait, on suit l'histoire à deux niveaux, mais on pourrait tout à fait la remonter chronologiquement. Sauf que dramatiquement, ce serait beaucoup moins intéressant. Et ça, c'est une structure que dès mes premières notes dans le bus, j'avais cette structure-là. Je me disais, je peux me débrouiller de ce truc-là qu'en le racontant de cette façon-là. Donc là, j'avais un plan qui était quand même relativement détaillé parce que les deux lignes chronologiques doivent se répondre aussi si on veut que ça Oui. fonctionne bien. C'est un peu comme le Parrain 2 ou des films comme ça. L'idée est que il y avait ce bouquin complètement dingue de Ian Banks, mais lui, il va beaucoup plus loin que moi dans le genre l'usage des armes dans le cycle de la culture, qui, au départ, on a deux lignes narratives qui en plus fonctionnent en sens inverse. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Avant de s'y retrouver, c'est compliqué.
Moi, là, c'était quelque chose de beaucoup plus simple. On a un arc narratif sur les deux et les deux arcs doivent fonctionner en parallèle. Mm. Donc là, il y avait besoin d'un gros plan. Sur Lancelot, qui fait suite au Uther, le plan est pas de la même nature, parce que là, j'étais sur un récit initiatique. Donc comment Lancelot part, qui est un jeune homme, tout jeune homme, traverse la Manche pour arriver en Grande-Bretagne et se faire un nom et se mettre au service d'un roi. Mais au départ, c'est un gamin. C'est un jeune homme qui a déjà un peu combattu, mais sans plus. Mm. Et comment il devient un guerrier? Et donc là, je me dis, bon, on est dans l'univers celtique, donc il va y avoir une structure ternaire, il va avoir trois épreuves, trois adversaires, trois leçons, éventuellement trois péchés. Je commence à éplucher là pour le coup en termes de doc des bouquins de mythologie comparée. Il y a le Heure et malheur du guerrier de Dumézil qui traite justement de ces épreuves initiatiques du guerrier. Donc là, j'ai été pioché un peu là-dedans. Et puis après, me dire, ok, là, quelle épreuve je veux lui faire subir? Quel adversaire, donc là pioché dans le mythe arthurien, quels adversaires il va y avoir. Donc bon, Méléagant, qui est vraiment au cœur du récit de Lancelot, celui-là je savais que je l'aurais. Je me suis Morgane, qui avait une importance déjà même si elle n'était pas nommée dans les trois coracles, il me fallait. Euh, et à partir de là, je me dis qu'il va être le troisième et qui chronologiquement sera le premier. Et là, je me suis dit, j'en ai deux qui commencent par M. Dans ces cas-là, la poésie de l'époque utilise beaucoup les littérations. Il me faut un ennemi qui commence par M et qui Mhm. symboliquement soit cohérent. Donc il y a eu un travail comme ça de recherche qui m'a pris à peu près 6 mois pour Ah structurer oui. le bouquin, avant de trouver des gars des méchants qui ont un nom qui commence par M, il y en avait plein, mais aucun était intéressant symboliquement. Oui. Là, il me fallait, puisque j'avais une créature magique avec Morgane, que j'avais quelqu'un qui était basé sur la luxure, l'amour, etc., avec Méléagant et Guenièvre, il me fallait un personnage basé sur la force brute, et qui soit de préférence pas du tout dans la même catégorie que Lancelot. Et j'ai trouvé dans Tristan et Isolde le Morholt. Alors, qui Mm. apparaît dans 2 pages de Tristan et Isolde avant de se faire défoncer, mais qui est un géant irlandais très méchant. Et là, je me dis, ok, bah là, j'avais une séquence qui se passait en Irlande dans les trois coracles. Je peux travailler là-dessus, et j'avais un peu potassé l'état d'esprit dans le folklore irlandais. Là, je peux donner aussi une épaisseur à ce personnage-là et en faire un adversaire absolument formidable pour Lancelot qu'il ne pourra pas vaincre. Première leçon du guerrier, face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, c'est pas en tapant plus fort que tu vas gagner, puisque tu n'y arriveras pas. Mm. Comment tu fais? Et donc là, j'avais un truc, et là, sur des trucs comme ça, oui, il faut une structure très travaillée. Sur les canaux du mi-temps, où là, j'étais sur complètement autre chose, en fait, j'avais un plan en me disant, ok, je vais avancer, j'ai un mystère fondamental qu'il fallait que j'aborde par plusieurs angles, donc avec plusieurs personnages point de vue qui se succèdent, mais la manière dont ça allait se passer avait pas besoin d'être surdéterminé au départ. Je savais que la première partie du bouquin, ce serait l'orphelin qui raconte à la première personne, parce que c'était le meilleur moyen d'immerger mon lecteur, et de poser ce mystère, de poser les bases de ce mystère, mais qu'après, il fallait que je passe à d'autres personnages. Et c'est en avançant dedans, en apprivoisant mon univers en écrivant la première partie, que j'ai vraiment arrêté le plan, et même comme ça, il a évolué sur je ne sais plus quelle partie, je voulais utiliser tel personnage et ça marchait pas. J'ai commencé à en écrire 7 ou 8 pages et ça fonctionnait absolument pas. L'angle que ça apportait était pas intéressant. Donc j'ai changé de personnage point de vue et ça donnait quelque chose tout de suite d'un peu plus touchant, de plus intéressant émotionnellement, tout en amenant les mêmes choses au niveau de la progression de l'information. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tes histoires dans lesquelles il y a de la magie. Et tout à l'heure, on parlait de système de magie. Et la question que je me posais, c'est est-ce que développer le système de magie, pour toi, c'est quelque chose de super important à chaque fois? Alors, je vais pas le faire à la manière d'un rôliste.
Mais savoir comment ça fonctionne, oui. Savoir ce qui est possible de faire ou pas, oui. Dans les trois coracles, Uther a un certain nombre de pouvoirs magiques qui m'avait été donné par une triade galloise qui expliquait qu'en fait le sort d'illusion qui permet à Uther de transformer son apparence, il en est le créateur. Dans la légende qu'on connaît, c'est plutôt Merlin C'est Merlin, ouais. mais Merlin n'apparaît pas dans les vieilles chroniques. Alors le personnage de Merlin est plus historique et plus historiquement attesté que celui d'Arthur, mais en fait, si Arthur avait existé, Merlin aurait vécu 80 ans après, en fait. Mm, Donc se pose un problème, tout à fait. un petit problème de chronologie qui a pas arrêté les auteurs du Moyen Âge. Mais là, je me suis dit, bah, je peux faire mon cycle arthurien sans Merlin, par exemple. Ça peut être intéressant et Mhm, amener la magie par d'autres angles. Et notamment, ce qui m'a convaincu de cette approche-là, c'est quand je tombe sur cette triade galloise, les trois grands sorts d'illusion de l'île de Bretagne sont celui du druide machin, celui du barde bidule et celui du Thor Pendragon. Et là, mm, d'un coup, si Uther a un pouvoir magique comme ça, comment je l'explique, d'où il vient, ouais. etc. Et donc là, on est sur des pouvoirs qui sont pas extrêmement puissants, c'est du pouvoir d'illusion, à la limite de disparaître, de changer son apparence, de projeter, ça relève presque de l'hypnose, de l'auto-hypnose et de subjuguer les gens en face. Et par contre, comme j'ai aussi des faits, il y en a deux qui interviennent dans le récit. Là, on est sur des pouvoirs où elles peuvent faire lever les tempêtes, créer de vraies métamorphoses et pas seulement de l'illusion. Donc là, j'avais quelque chose d'un peu plus cadré, mais que je voulais pas que ce soit trop puissant non plus. Euh, dans les trois coracles, toute la magie est basée sur le contrôle des esprits. Donc il y a toutes sortes d'esprits de la nature plus ou moins puissants, auxquels il faut parler dans une certaine langue, d'une certaine façon, et avec une certaine force de volonté. Mhm, Donc là, c'est pas forcément ultra développé dans les canaux du mi-temps. Par contre, dans les exilés de la plaine, ça a beaucoup plus d'importance dans le bouquin, puisqu'un des personnages est pour le coup un sorcier. On n'a aucun sorcier formé dans les canaux du mi-temps. Dans les exilés de la plaine, le protagoniste en est un. mhm, Donc là, j'avais besoin, mais mes notes, toutes les notes que j'avais prises à l'époque du mi-temps sur comment ça marchait et que j'avais pas énormément exploité par ailleurs, parce que les gens qui maniaient les esprits cherchaient plutôt à les enfermer dans une personne ou les empêcher d'aller à tel endroit, mais pas de leur donner des ordres et de produire du pouvoir avec eux. Là, j'ai des personnages dans les exilés qui, eux, font ce travail-là. J'ai trois praticiens de la magie dans le bouquin, alors qui opèrent pas du tout au même niveau les uns et les autres. Mais là, il me fallait un truc un petit peu cohérent, qui est pas d'une complexité folle, hein. Il y a quelques règles, et par exemple, la langue des esprits suivant le continent est pas la même. C'est oui, pas les tout à mêmes fait. traditions. Donc, Mhm, mon protagoniste, qui lui vient du vieux monde, arrive sur le nouveau monde, bah, ne parle pas la langue des esprits de ce monde-là. Il faut qu'il l'apprenne. mhm, Et comme il n'est pas complètement à l'aise avec cette langue-là, qui n'est pas la sienne, il est pas, les esprits le sentent. Donc, oui. il va pas pouvoir forcément développer une magie Il va pas être aussi extrêmement efficace. brutale. Ouais. Voilà, et c'est même un peu dangereux pour lui parce que Mm, les esprits le prennent un petit peu de haut par moment. Donc là, il y avait un truc intéressant, mais il fallait effectivement que je sache comment à peu près ça fonctionnait et quelles étaient les possibilités et les limites de ce genre de pouvoir. ouais. Ouais, ouais, effectivement. C'est. Mais bon, tu te prends pas non plus complètement la tronche à tout construire et tout. Ce que tu veux, c'est être sûr que tu comprends bien ton système et qu'il est logique et voilà quoi. Voilà, et que du coup, qu'il soit suffisamment bien bordé pour que je puisse pas tricher avec mes propres règles, que je puisse pas sortir de mon chapeau à un moment un truc pour me sortir pour me sortir d'une situation où je me suis enferré, aller sortir un nouveau pouvoir. D'un Mm, coup, Superman ouais. a un nouveau pouvoir, ou ses pouvoirs augmentent grâce à la kryptonite écarlate. Ouais, non, ça, il faut que je sache. Enfin,
que je joue dans mon univers avec ses règles, quitte à pas toutes les expliquer au lecteur au départ. Oui, bien sûr. Mais ça, je Là, pense qu'on est assez d'accord et je pense que ça énerve beaucoup de gens. Le Deus Ex Machina, c'est vraiment un truc qui est assez, assez insupportable pour beaucoup de gens, quoi. J'avoue que c'est quelque chose, moi, qui me révolte. Alors, souvent, très très souvent dans les séries, mais bon, bah, dans les livres, tout pareil, quoi. Quand d'un seul coup, tu sens que le perso, il est coincé et que, ah bah pouf, on va trouver un truc pour qu'il s'en sorte sans trop se fouler, c'est super agaçant, quoi. alors, sur les exilés de la plaine, bon, sans spoiler, comme je suis dans l'univers du western, il y a quand même le cliché du message à la cavalerie et que la cavalerie peut servir de Deus Ex Machina. Donc là, je joue avec ça. Ah oui, mais là, J'en fais c'est un pas. trope du style. Voilà, et de toute façon, je le détourne un petit peu. Il y a un personnage qui arrive opportunément, mais il a une très bonne raison d'arriver, et j'ai posé avant, qui va permettre de dénouer un des problèmes des héros, mais j'ai bien pris soin de poser avant le truc, on est presque sur un fusil de Tchekhov plus que sur un Deus Ex Machina. Donc, Mm. mais je joue aussi un petit peu avec ça, parce que ça m'amuse, le Deus Ex Machina et le Diabolus Ex Machina, c'est des machins qui m'amusent un petit peu. Donc c'est rigolo de jouer avec. Oui. Tant qu'à savoir mais il faut savoir ce qu'on fait à ce moment-là. Oui. Faut pas faire n'importe quoi avec. Et surtout, il faut faire en sorte que ce soit pas frustrant pour le lecteur. Ça, c'est clair. Voilà. Ouais, je pense que c'est à manipuler avec précaution, hein, un petit peu comme un truc qui serait capable de te sauter à la gueule si, si tu le Voilà. secouais trop fort, quoi. C'est un petit peu Yves Montand dans son camion, ouais. Oh là là, oui, dis donc. Et du coup, puisque tu en as fait l'expérience, alors peut-être plus souvent que je ne l'ai remarqué, mais puisque donc j'ai la couve de la cour des abysses sous le nez, Hum. je voulais parler de l'expérience de l'écriture à quatre mains, puisque là c'est coécrit. Comment Voilà, ça avec se Camille passe? Salomon, qui est une très bonne amie. Alors, on s'était croisés en festival, on avait sympathisé. C'était au moment où je sortais. Non, les Coracles venaient de sortir, mais elle avait accroché sur l'île de Peter parce qu'elle est fan d'histoires de pirates et moi j'aime beaucoup aussi les histoires de pirates. On s'était retrouvés après via Twitter et ça a été le début d'une belle amitié. Et pendant le confinement, alors on n'habite pas du tout à côté. Moi, je suis en région parisienne et elle est en Bretagne, ce qui fait qu'on se voit en moyenne à peu près tous les 2 ans. Au hasard des salons, on arrive à se faire Mm. inviter en même temps, etc. Mais pendant les confinements, moi j'ai eu une panne d'écriture assez violente pendant le premier confinement, qui a été aggravée par la traduction sur laquelle je bossais, qui était un texte de Lovecraft pour l'intégrale de Mnemos qu'il avait coécrit, Ouais, je crois et qui qu'on en avait s'appelait Le parlé déjà Dernier de ça. Test. Mhm. Ouais, c'est le dernier test, c'est une histoire d'épidémie à San Francisco. Les rues se vident, il y a des descriptions des rues qui se vident, les dernières personnes qui se hasardent dans les rues, qui se jettent des regards en coin quand elles se croisent. Et puis un savant fou fait ah, j'ai un remède miracle, j'ai trouvé un truc. Personne, les autres médecins me crachent à la gueule, mais moi j'ai le remède miracle. Et on découvre que le type est complètement taré. Comment dire, en 2020, en avril 2020, on est en plein confinement. On voit bien qu'il y a on voit bien qu'il y a des problèmes à Marseille avec les délires du truc. Pour peu qu'on ait travaillé un peu dans la santé, qu'on sache comment ça se passe, on voit bien qu'il y a un machin qui matche pas. Ouais. Euh, Devoir traduire ça, j'étais au tiers. À un moment, j'arrive au tiers de la traduction péniblement. J'envoie un mot à l'éditeur en disant non mais Fred, je t'adore, mais ça, je le fais quand on sera déconfiné. Je vais plutôt reprendre le journal d'Alonso Typer. Ça c'est bien, le type qui est dans la maison de ses ancêtres, qui est maudite. Il y a des cultes indiens. Il se fait dévorer vivant par la maison. Ça va. Ça Mais va. le truc là, avec l'épidémie, c'est non. Et j'allais vraiment pas super bien, quoi. Et à un moment, on échange des mails avec Camille et on s'amuse à un moment avec cette idée de confinement, de jouer avec
est-ce que il pourrait se passer des trucs avec le confinement, des choses, on parlait, tu sais, il y avait tous les mêmes, la nature d'Erie, et puis effectivement, on Mm. voyait l'eau du fleuve qui changeait de couleur, les poissons qui devenaient visibles ou ce genre de truc. Les animaux qui revenaient dans la Euh, ville. voilà, Mm. et c'était se dire, tiens, mais est-ce que pendant que nous on est enfermés, est-ce qu'il n'y a pas des trucs dehors, etc. Et ces espèces d'échanges de deux personnages enfermés dans une ville complètement bizarroïde commencent à devenir une histoire. Et à partir de là, alors, au départ, on est vraiment, là pour le coup, on est en pur jardinier, ouais, ça pur jardinier. C'est le truc, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on va balancer un concept, une image, un truc dans le bout de texte pour voir comment l'autre va réagir. Mm. Et qui va rebondir dessus ou pas, ou faire un contre-uno avec un autre truc. Et petit à petit, le truc prend forme. Et à un moment, on se dit, mais en fait, il y a une vraie histoire là-dedans. En retravaillant tels et tels éléments, il y a une vraie histoire là-dedans. Donc, on était chacun sur un personnage. Et au départ, la première partie du bouquin est épistolaire, où on a ces deux personnages qui sont prisonniers d'une ville abandonnée. Leur bateau a été détourné. Ils sont maintenus captifs. Mais quand ils regardent par la fenêtre, la ville a l'air abandonnée et abandonnée depuis longtemps. Et ils voient pas où ils sont. Et puis petit à petit, ils voient des silhouettes ou des personnages extrêmement inquiétants. Et on est parti, en fait, on est tous les deux fans de Lovecraft. Et puis moi, je baignais dedans, j'étais sur la traduction pour Nemos de Oui. Lovecraft. On est parti vraiment dans une ambiance de plus en plus poisseuse, Lovecraftienne, inquiétante, etc. Et à partir de là, on a commencé à structurer le truc, à balancer des idées avant de les intégrer au texte, de se dire tiens là on apparaît tel truc à tel moment, qu'est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on le supprime, est-ce que là est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça, enfin quelle est l'explication derrière pour qu'on puisse après nous converger dans notre texte. Et bon, on est arrivé à la fin de la première partie, à un moment où on s'est dit le truc épistolaire, il va falloir quand même que les personnages sortent de leurs appartements. Mm. Et donc on a changé, enfin, il y a eu des changements de mode narratif d'une partie du bouquin à l'autre, mais avec toujours, on avait chacun son personnage point de vue, et après, une fois qu'on a tout assemblé, on a chacun retravaillé le texte, en retravaillant indifféremment ses propres parties et celles de l'autre, pour pouvoir Mhm. lisser un petit peu le, Oui. le- le Le style. style, oui. Mais il y avait cette idée, c'était au départ un jeu, et puis on s'est pris au jeu, et à un moment on s'est dit non, non, on peut vraiment en faire un bouquin. Et du coup, on a inventé un genre, la romance Lovecraftienne. Un truc auquel le vieux Lovecraft n'avait pas dû penser du tout, Il y a des chances, et ouais. qui le choquerait terriblement, je pense. Je pense que le C'est bouquin, possible. pas certain qu'il aimerait ce bouquin, mais si ça se trouve, ça le ferait marrer. Mais bon, il y a des chances qu'il soit choqué, en fait. Je sais pas si c'était trop quelqu'un qui avait masse d'humour. J'ai pas Là, l'impression il que y avait c'était le beaucoup gros d'humour. rigolard, C'était tout ça. Eh ben, figure-toi que si, c'est Ah quelqu'un qui oui? avait beaucoup d'humour. C'était quelqu'un qui disait un bon conte fantastique doit être écrit avec le sérieux qu'on met à préparer un excellent canular. D'accord. Et, Ah euh, ouais, tu vois, ça, moi, je m'y étais pas préparée, là. J'avoue, j'ai et pas en fait. fait, ouais, non, les gens qui le connaissaient disaient que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de plaisanteries. Alors, qui sont pas forcément, qui de notre point de vue, avec leur recul, l'humour est un truc qui vieillit pas forcément bien. Mais il y a c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour. Euh, Pas sur tous les sujets. Il Mhm. n'avait pas forcément un énorme recul sur tout. Il était par ailleurs c'est sur le romantisme en fait, où là par contre est pas un terrain où on l'attendrait et où effectivement c'est pas un terrain où il s'est aventuré. Même son ex-femme disait mais c'était quelqu'un de charmant, mais de pas démonstratif, Mhm. va-t-on dire. Mhm. Et de la romance dans ces textes, on pourrait la chercher. Si, il y a dans Douce Hermangarde, mais qui est une parodie des histoires à l'eau de rose avec la pauvre fille qui est ballottée de catastrophe en catastrophe à la Angélique, quoi. Où D'accord. il a écrit une parodie. Il a écrit une parodie de ce genre de truc qui est pas son meilleur texte, mais qui est le lire en se disant c'est Lovecraft qui a fait ça, et on voit très bien ce qu'il essaie de Mhm. faire, ce qu'il essaye de parodier. C'est très curieux et c'est assez étrange.
Ah oui, Mais il a ça quelques vaut le textes, coup pour la curiosité. Ouais. voilà, et puis il y a aussi une notule d'encyclopédie sur le Ibid. Tu vois, dans les notes en bas de page, tu as Oui. Ibid pour des citations, et en fait, il y a un code pour, bah voilà, le truc, on va pas redonner toute la source de la citation quand on l'a donné 2 lignes avant. Et en fait, ce Ibid revient tellement dans des bouquins universitaires que sur des citations, que en fait, Lovecraft s'est dit, mais en fait, si c'était un mec qui s'appelait Ibid et qu'on cite énormément. Et il écrit la biographie de Caius Ibidus, qui était un érudit du IIIe siècle romain et qui a écrit sur tous les sujets. Enfin, c'était une espèce de génie complet, de pic de la Mirandole, qui était capable de parler d'absolument tout et qui reste une référence à ce jour. C'est pour ça que c'est peut-être l'auteur le plus cité du monde. C'est très Ouais, drôle, Lovecraft a j'avoue. écrit ça. C'est très très drôle. Donc voilà, il y a et même l'histoire du Necronomicon, la notule, l'histoire du Necronomicon, au départ c'est une blague quand il Oui. s'aperçoit que les gens commencent à croire au Mm. Necronomicon. Ouais, ça franchement, Donc le c'est Necronomicon, je trouve que j'ai toujours trouvé ça super d'avoir développé comme ça du paratexte, en hmm. fait. Et vraiment, ça marche super, quoi. Mais même quand il s'entretue par nouvelle interposée avec Robert Bloch, c'est vraiment un gag en fait. Mm. Parce que Bloch tue un auteur reclus vivant à Providence dans une de ses nouvelles qui est publiée dans Weird Tales. Lovecraft la lit. Alors, il correspondait avec Robert Bloch, qui sera plus tard l'auteur de Psychose, et qui, à l'époque, doit avoir 17-18 ans, quoi. Et en fait, ça fait marrer Lovecraft. Et donc, un des derniers textes que Lovecraft écrit avant sa mort, c'est l'habitant des ténèbres, dans lequel un certain Robert Blake est agressé par une créature qui va à sa fenêtre, et le type crève de trouille. Il est retrouvé mort, tétanisé, etc. Et du coup, Bloch, quelques années après, Lovecraft meurt 6 mois après avoir écrit ce texte-là et après l'avoir envoyé à Bloch. Et Bloch écrira une conclusion à ce cycle d'entre assassinats mutuels quelques années plus tard, mais le temps d'avoir digéré la mort de Lovecraft, qui l'avait beaucoup choqué, comme pas mal de gens du cercle Lovecraftien. Mais je pense que je vais relire Lovecraft avec un regard tout à fait neuf sur le sujet. Merci Oui, mais beaucoup. il y a des trucs assez grinçants. Hein. Il y a parfois des trucs assez grinçants dans Lovecraft. Ouais. Puis bon, un Ah, type je qui suis. dit, voilà, de toute façon, la civilisation est allée à volo euh, Ah ben, il à avait partir pas du une jour grosse où on a. foi en l'humain, hein, quand même. On peut dire qu'il Oui, n'était mais il pas. disait, la civilisation est partie à volo le jour où on a arrêté de porter la perruque poudrée. Ça, il écrit ça dans une lettre. Et à ce jour, personne n'est capable de dire s'il est sérieux ou pas. S'il Oui, ouais, je s'auto-parodie vois. ou s'il Ouais, le croit vraiment. c'est ça. Parce que c'est tellement gros et en même temps, c'est tellement lui. Il y a peut-être un peu des deux, hein. Il y a Ça peut-être recoupe un peu des tellement. deux. Voilà, il y a un troisième degré là-dedans dont il a probablement conscience, mais il y a des courriers comme ça où il peut se livrer à des outrances de ce genre-là. Il y a d'autres outrances où il est mortellement sérieux. Le truc que Hmm. j'ai eu à traduire pour la grosse biographie chez ActuSF, Ah oui, je l'ai. Je l'ai. certains des passages où il parle des Noirs de Harlem Ah oui, notamment. Et comment dire, je me comment sentais dire? pas propre en traduisant. Ouais. Et là, le problème, c'est même pas de l'humour de merde, c'est qu'il est mortellement sérieux, quoi. Eh oui, ouais, ouais. Bon, mais on arrive au moment du mot de la fin. C'est-à-dire, c'est le Oh, moment déjà? où. Oui. Et oui, et c'est le moment où tu fais ta pub, voilà, assumée du bouquin qui va sortir, du dernier truc que tu as envie de parler. Donc vas-y, c'est le moment Alors, réclame. C'est ok, le le moment dernier lessive. sorti au mois de mars, c'est donc La Cour des Abysses, qui est donc avec ma très bonne amie Camille Salomon, on invente le genre de la romance Lovecraftienne. Et c'est un bouquin, alors le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est quelqu'un qui bossait chez l'éditeur et qui lit pas ce genre de truc d'habitude et qui l'a forcément l'a lu pour pouvoir le défendre auprès des libraires. Et qui nous a envoyé un petit mot en disant: Ah, alors je lis pas ce genre de truc, mais effectivement, à partir du moment où j'ai mis le dedans, j'ai pas pu le lâcher. Euh, C'était génial, mais je crois qu'il me faut Doxanax. Donc voilà, vous êtes prévenus. On joue vraiment avec l'ambiance poisseuse et lourde. C'est pas du gros tentacule. On n'a pas joué avec ces codes-là de Lovecraft, mais avec vraiment
toute l'imagerie de la petite ville, de la dégénérescence, Mhm. des souterrains, qui sont très Ouais. Lovecraftiennes aussi, mais qui sont moins le cliché Lovecraftien, en y rajoutant la belle histoire d'amour tragique de nos Mhm. deux tourtereaux qui sont paumés dans la ville. Et puis bah, mon prochain bouquin, c'est Les Exilés de la Plaine. Et là, donc, c'est dans le même univers que Les Canaux du Mi-temps. Donc, ce qui a posé il a fallu que je me replonge dans Les Canaux du Mi-temps pour être cohérent. Surtout que, histoire de me simplifier la vie, Les Exilés de la Plaine se déroulent 80 ans à peu près avant Les Canaux du Mi-temps. Ah. Donc, on est dans un autre état de cet univers-là. Il y a certaines villes qui n'existent, qui sont décrites dans Les Canaux du Mi-temps, qui n'existent pas encore. Euh, il y a plein de choses, en fait, il a fallu réinventer pour partie l'univers. Et ça me permet de développer aussi de s'éloigner des lieux qu'on a vus dans le premier tome, d'aller explorer d'autres parties de cet univers-là, de montrer aussi le passé. De montrer aussi le passé de cet univers-là, puisqu'on est dans le Nouveau Monde, et le Nouveau Monde, dans les Canons du Mi-temps, on ne le voit pas. Mm. Il est évoqué, mais c'est déjà quelque chose de très lointain pour des gens dont les ancêtres sont là depuis plusieurs générations pour la plupart. Ouais. Dans Les Exilés de la Plaine, une bonne partie de mes personnages sont des primo-arrivants, sont là depuis moins de 10 ans. Mhm. Et quand ils se recroisent, ils ont fui l'ancien monde, notamment parce qu'il y a eu une guerre civile. Et bah, retrouver des gens qui étaient dans le camp d'en face Ouais. est toujours compliqué. Ouais. Même si effectivement, globalement, les gens ont laissé ça derrière eux, ça crée quand même des espèces de distance, des choses comme ça, et bah, forcément, il y a des gens qui vont évoquer des souvenirs. Donc ça me permet de développer l'univers aussi par ce prisme-là, la façon dont les gens se racontent et racontent ceux qu'ils ont fui pour démarrer une nouvelle vie dans un monde qui leur semble vierge, sauf que non, enfin, c'est quand même une version de fantasy de l'Amérique du 19e, du tout début du 19e siècle dans le cas présent. Et donc, il y a des indigènes, il y a des problèmes de ce côté-là. Il y a d'autres vagues de colonisation précédentes avec lesquelles ils vont rentrer en contact et en friction. Ça, c'est des choses qui sont d'ailleurs évoquées déjà dans les canaux du mi-temps, mais que vraiment j'évoque par un autre angle. Et là, l'idée était de faire vraiment, pour le coup, du récit de grande aventure. C'est D'accord. alors, ça reste introspectif parce que j'écris quand même de la Prozac fantasy à la base, mais Le c'est parfois Prozac très Fantasy. introspectif. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de personnages dépressifs, mal dans leur peau, enfin inadaptés à leur propre univers. C'est un peu ça doit, je pense qu'un psychologue qui lirait mes bouquins en tirerait des conclusions terribles sur ma pomme. Mais vraiment, il y a le côté, là, j'avais vraiment envie de faire de la grande aventure. C'est-à-dire les montagnes gelées, Mm. une bataille façon Mm. Fort Alamo. C'était ma note d'intention. Et là, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est un bouquin où j'avais mon point de départ, mon point d'arrivée, et deux, trois grosses balises dont je savais que les personnages devraient faire tel truc ou passer par tel endroit ou résoudre tel problème à tel moment. Mm. Mais c'est tout. Et là, je me suis laissé porter par le côté aventure. L'idée que j'avais en tête un peu, c'était ces grands récits de Corto Maltese où en fait on voit très bien que Hugo Pratt ne sait absolument pas où il va et qu'il n'en a rien à foutre. Il suit ses personnages. C'est Corto Maltese en Sibérie, on sent qu'il a une idée en tête, il veut que Corto rencontre le baron fou, et puis qu'il fasse une chasse au trésor, mais il invente les péripéties au fur et à mesure, et c'était déjà le cas dans la balade de la mer Salée. J'étais un peu dans cet état d'esprit-là, Mm. de me dire, voilà, je développe mes personnages, j'avais déjà un certain nombre au départ, un certain nombre de personnages dont je savais qui y seraient, qui étaient déjà mis en place, mais comme on a de toute façon un détachement militaire à un moment, je me retrouve avec un paquet de personnages secondaires, dont certains vont être très développés, d'autres un peu moins, mais surtout, ceux-là, je les ai découverts au fur et à mesure, en fait. Hormis un ou deux officiers qui avaient déjà été créés, que j'ai déjà préparés avant,
Les autres personnages, c'est au moment où il a fallu que j'individualise des soldats que j'ai développé ces personnages-là. Quitte après à retravailler, à revenir en arrière pour mettre en place des choses que je développais après. Ça, Mm. je travaille énormément. Alors, le bouquin, c'est écrit quasiment dans l'ordre pour le coup, alors que le fait de faire des plans détaillés me permet d'écrire dans un savant désordre la plupart du temps. Là, je l'ai écrit à 90% dans l'ordre. Par contre, quand je commençais à développer un personnage vraiment sérieusement, je pouvais repartir en arrière et le réintroduire un peu plus tôt pour déjà mettre en place Mm. un certain nombre de choses. D'accord. Et Ça c'est sort le quand du coup? plus... Ça sort le 13 août ou le 16 août, je sais plus. Ah, c'est pour cet été. C'est Ok. aux alentours du 15 août en tout cas. D'accord, Donc ouais. je crois que c'est le 16. Donc ceux qui sont encore sur la plage, comme ça, vous aurez un gros bouquin à lire sur la plage parce que c'est le plus épais que j'ai fait à ce jour-là. Il fait 563 000 signes, je crois, au dernier décompte. Le plus gros jusqu'alors dépassait à peine les 500. Et j'ai un 16. certain nombre de bouquins qui étaient plutôt à 300. Ouais. Le chat nous dit le 16. Merci pour l'info. Le 16 août. Mm. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, vous savez quoi acheter cet été? C'est le bouquin de l'été. En plus, c'est raccord parce que du coup, il fait chaud. Et si Ah bah c'est. là, il y a Voilà. il y a un quart du bouquin où les types sont en train de se les meuler dans la neige. Bah, c'est Ça bien va être ça. très très bien. Ça vous Ça permettra rafraîchira. avec le rosé, ça passera très bien. Avec le rosé, ça passera très bien au bord de la piscine. Ce sera parfait. Ou le pastaga, suivant, choisissez votre poison, mais Voilà. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci, Alex ah bah merci pour Nikolavitch. l'invitation, hein. C'était très très chouette. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Moi, j'ai passé un très très bon moment à discuter. J'espère que voilà, vous, ça vous a pas trop saoulé de nous entendre Et surtout que blablater. moi, quand je suis lancé, c'est un peu Alex Blablavitch, quoi. Oui, mais Nelly Chadour m'avait prévenu. Elle m'avait dit Oui, que t'étais un danger et que voilà, fallait te cadrer, quoi. elle m'a souvent subi, notamment en festival. Enfin, d'un autre côté, celui qui est à plaindre dans ces cas-là, c'est Melchior quand il est assis entre moi et Nelly. Parce que le Ah là pauvre là. prend très très cher. Ah, bah c'est comme ça, il y a toujours des victimes collatérales, hein. C'est. Hmm. Voilà. Ah, mais alors, Melchior qui fait les couvertures de mes bouquins aux moutons, notamment, bah là on voit à l'image la Oui, couverture des les exilés exilés de de la la plaine, plaine. c'est lui. Oui. Et c'est un graphiste formidable. J'adore travailler avec et c'est un type super. Mais effectivement, en festival, c'est une tête de turc tellement facile. Donc, Vous avec êtes Nelly, on le méchant. charge. Vous êtes vilain, vous êtes vilain. Bon, bah en tout cas, je dis merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne nuit, un bon week-end. Je vous rappelle que je suis sur Twitch encore demain après-midi pour faire des trucs complètement débiles sur ChatGPT et pour continuer à prouver que pour l'instant il est très très mauvais à écrire de la fiction et c'est plutôt quelque chose de réconfortant. Et sinon on se retrouve mardi soir pour la lecture de Jimmy Gueux. On n'est pas encore au bout, Hum. c'est de plus en plus con. Voilà, accrochez-vous et soyez là parce que j'attends la révélation finale, j'attends les aliens, on les a pas encore eu. Et la prochaine interview, voilà, le prochain entretien, c'est le 6 juillet et il me semble que c'est jeudi 15h avec Anna Victoria Val. Voilà. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Euh, et voilà, et ça va être bien. On va parler d'un autre style de bouquin parce qu'on va être. Elle fait de la romance, elle fait de la dystopie, elle fait. Il y a de la fantaisie aussi. Enfin, il y a pas mal de choses dans son univers. Mais c'est vrai que bon, bah, la romance, hein, c'est pas trop le truc d'Alex Nikolavitch. Voilà, pas trop. Pas. J'en ai fait une. J'en ai fait une déjà. Voilà, mais tu vois, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas la majorité. Mais sait-on jamais, hein. Ouh là là, on sait pas ce qui peut arriver à l'avenir. Bah, Euh, dans Lancelot Avancette en armes, il y a quand même la romance la romance tragique, elle aussi, c'est toujours tragique avec moi, je sais pas pourquoi. Enfin là, bon, c'est pas ma faute, c'était la légende qui voulait ça, mais entre Lancelot et Guenièvre, oui, il y a quand même un c'est vrai, passage romantique. c'est vrai. C'est sur celui-là que j'ai galéré à mort d'ailleurs. C'est sur celui-là où j'ai eu beaucoup de mal à avancer. Et en fait, de travailler en parallèle sur La Cour des Abysses
a permis de débloquer des trucs. Et je remercierai jamais assez Camille de m'avoir lancé un peu, de m'avoir poussé dans cette direction-là, parce qu'elle voyait bien que c'était pas mon point fort. Je l'ai poussé dans certaines directions, elle, mais elle m'a poussé vers ça, et effectivement, ça a débloqué des trucs, c'est Ah, clair. c'est chouette. Donc Et ça, voilà, c'est un truc qui est chouette avec l'écriture à quatre mains, oui, c'est c'est que, vrai. bah oui, on se L'échange, repose chacun mm, sur les forces du collègue, ou de la collègue, mais bah, du coup, on apprend au contact. Hein. On voit c'est vrai. on décortique comment ça marche, quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bonne nuit les gens, plein de gros bisous. Vous avez Bonne le nuit à tout le monde! programme. Bisous bisous et bon week-end.